Salam alaikum, donc toujours avec la compacité sur R. Donc dans la vidéo précédente, on a énoncé le théorème qui dit qu'on a une analogie de ce qu'on appelle les intervalles ou bien le théorème des intervalles emboîtés. On a une analogie avec les ensembles compacts, d'accord? Donc, du coup, on va dire que même si on a une, euh, une chaîne décroissante au sens d'inclusion des ensembles qui sont compacts, c'est-à-dire qu'on a un K1 qui contient un K2 qui contient jusqu'à Kn jusqu'à l'infini. Alors l'intersection de tous ces compacts, de tous ces Kn, il va être différent de l'ensemble vide. Comme j'ai dit, c'est analogue au cas des intervalles fermés. On a montré dans les suites que leur intersection, c'est tout simplement c'est un singleton. D'accord? Donc du coup, même si c'est une intersection qui est infinie, il va contenir quand même un, un certain point. Donc au moins un point, d'accord, dans l'intersection. Et du coup, on va montrer que c'est la même façon, la même chose pour les ensembles compacts. Alors dans la démonstration, bien sûr, on va construire une suite, c'est-à-dire on va partir bien sûr de la définition séquentielle de la compacité. On va construire une suite dans Xn qui va être d'abord de telle façon que chaque terme Xn il appartient à Kn. Donc du coup, comme j'ai dit, le X1 appartient à K1, X2 dans K2, et ainsi de suite, xn dans Kn. Donc pour chaque élément, on va prendre, pour chaque ensemble, on va choisir un point. Donc pour K1, on choisit x1, pour K2, x2, etc. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que le seul ensemble qui contient toute la suite, c'est le K1. D'accord? Parce que c'est le plus grand, parce qu'il contient le K1. Et il va contenir il contient le x1 parce que c'est un élément de K1. Il contient le x2 parce que le x2 dans K2 et K2 dans K1, ainsi de suite. Il va contenir tous les termes. Par contre, quand on va passer à K2, il va contenir à partir de X2. Donc, du coup, le X1, il ne va pas appartenir à K2. Donc, il est exclu de K2. Ce qui fait on peut voir que le seul ensemble qui contient toute la suite, c'est le K1. D'accord? Alors, le fait que K est compact, d'accord? Le fait que K est compact, ça va nous montrer que, ça va montrer que plutôt que le X qui est la limite de la suite de Xn. Parce qu'en fait, rappelons que, on va dire que le Xn appartient à K1 et K1 est compact. Ceci, bien sûr, implique que cette suite, il va admettre une sous-suite Xnk. On va dire sous-suite de Xn, telle que cette suite Xnk, elle est convergente vers un X qui appartient à K1. D'accord? Donc du coup, c'est très bien. Donc du coup, bien sûr, le fait que K soit compact, ça nous a impliqué que la suite Xn qu'on a construite, elle admet une sous-suite qui converge vers un X et ce X appartient à K1. En fait, le truc, c'est que ça, c'est pas vrai que pour le K1, c'est vrai pour tous les Kn. D'accord? Pourquoi c'est vrai pour tous les Kn? C'est vrai que le K1, c'est l'ensemble qui contient toute la suite. Donc, on va dire c'est évident pour que K1 va contenir la limite. Mais ce qui est intéressant dans les suites, c'est que dans les suites, on ne s'intéresse pas au terme fini avant un certain n. Parce que rappelons, à chaque fois qu'on parle d'une suite, de convergence, etc., on parle toujours de la queue de la suite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la queue de la suite? Tout simplement, si par exemple on a la suite x1, x2, x3, etc., jusqu'à un xn plus 1, etc., ce qui nous intéresse dans la suite, c'est cette partie-là. D'accord? Peu importe ce qui est vrai pour ce qui est fini. Pour tout ce qui est fini avant le n, on ne s'intéresse pas. Sauf bien sûr pour quelques cas, par exemple comme la borne étude, des choses qui exigent que la condition soit satisfaite pour tous les xn, d'accord? Mais par contre, par exemple dans la convergence, on s'intéresse que ce qui vient après un certain xn. C'est pour cette raison qu'on dit que quel que soit petit n supérieur à n, on a le xn moins epsilon par exemple, pardon, le moins x est inférieur à epsilon. Donc le caractère de convergence dans la suite, il est défini par ce qui vient après le n. Donc pour l'infinité qui vient après le n. Et donc du coup, par cette logique, si je fixe n'importe quel n0 de n, ce que je peux voir, c'est que, bien sûr, le xn0 appartient à kn0 par définition, parce que c'est ça la définition de la suite. On l'a pris de la façon que le xn appartient à kn, donc du coup, xn0 va appartenir à kn0, et pas seulement le n0, mais tout ce qui vient après le n0, parce que le kn0 contient le kn0 plus 1, qui contient le kn0 plus 2, etc. Ce qui implique que pour chaque petit n supérieur ou égal à n0, on a xn appartient à Kn0. Donc très bien, donc le fait que Xn appartienne à Kn0,
la suite, bien sûr, on va dire qu'on a trouvé, ou bien la sous-suite, pardon, qui converge vers le x, il va avoir une infinité de termes qui vont appartenir à Kn0 parce que c'est une sous-suite de Xn. D'accord? Donc, s'il y a une infinité de Xn qui vont appartenir à un certain ensemble, bien sûr, par conséquence, une infinité de suites, de termes, pardon, de la sous-suite qui vont appartenir à Kn0. D'accord? Donc, ceci implique que pour n'importe quel nk supérieur à n0, donc le nk c'est pour la sous-suite, on a xnk appartient à kn0. D'accord? Et puisque, là, on va dire, puisque la suite xnk, il converge vers le x, et il a une infinité de termes qui appartient à kn0, alors ce x doit être dans kn0. Sinon, ça n'a aucun sens. Parce que, comme j'ai dit, quand tu parles supposons par exemple, on a la sous-suite, par exemple, on va dire xn1, xn2, etc. jusqu'à xnk0, par exemple, xnk1, on va dire k0, on va dire là le xnk0 plus 1, etc. En fait, si on a le xnk0, c'est le premier, on va dire, le premier terme qui vient après l'indice n0. On va dire, si supposons ça, c'est l'indice n0. Donc, le premier terme qui vient après l'indice n0, on l'appelle xnk0. Donc, du coup, xnk0, xnk0 plus 1, et ainsi de suite. Alors, tous, il appartient à kn0. Sauf, donc, on va dire que tous les termes de la sous-suite appartiennent à kn0, sauf une partie qui est finie. Donc, à partir de xn1 jusqu'à xnk0 moins 1. Et le fait que cette suite converge vers le x, comme j'ai dit dans la convergence, c'est la queue de la suite qui nous intéresse. Et donc, du coup, le fait que la suite converge vers on va dire vers le x, donc du coup, le x qui était une limite, qui est une limite en fait de xnk, on peut le voir comme c'est une limite de la queue de cette suite. D'accord? Et donc, du coup, cela montre finalement que le x, il doit appartenir à xn0. Pardon, à kn0. Une autre façon de voir ça, c'est que, je pense on l'a déjà fait quand on a fait la construction de nombres réels, c'est que j'ai dit que de suite ils sont équivalents s'ils partagent la même queue, c'est-à-dire que s'ils sont éventuellement égaux, même s'ils vont avoir des termes qui sont différents pour un nombre fini de termes, mais s'ils ont finalement la même queue, alors ils sont équivalents, et s'ils sont équivalents, ils convergent vers la même limite. Donc du coup, tu peux voir la suite xnk qui commence par le xn1, xn2, jusqu'à xn, on va dire k0 plus l'infini, et la suite qui commence à partir de xnk0, xnk0 plus 1, même si ces termes ils vont pas être définis, ils peuvent être n'importe quoi. Si dans leur queue ils sont égaux, donc les termes ils sont égaux, cela veut dire qu'ils vont converger vers la même limite. Donc du coup, c'est juste une autre façon de montrer pourquoi le x finalement il va appartenir à kn0. Et si bien sûr cette suite il admet une limite qui appartient à kn0, bien sûr cela veut dire que ce x il va appartenir pour n'importe quel kn. D'accord, parce que comme j'ai dit, on a fixé un n0, il peut être n'importe quoi, donc c'est pour n'importe quel n0 de n, on a trouvé que il y a une infinité de termes de x1 qui appartient à kn0 et par conséquent une infinité de termes de la sous-suite qui appartient à kn0 et ceci veut dire que x appartient à kn0. D'accord? Et comme c'était vrai pour tous les n0, d'accord? Ceci bien sûr veut dire que finalement x appartient non seulement à k1 mais à à l'intersection bien sûr de tous les kn. Alors la question c'est que, alors vous allez me dire que pourquoi on a dû faire une partie dans la démonstration uniquement pour le K1 et après on a parlé de n'importe quel N0 de N. En fait on a dû faire ça pour établir le fait que déjà on a une suite qui admet une sous-suite qui appartient à K1, d'accord? Parce que il fallait commencer par un ensemble pour bien sûr faire apparaître la suite et sa sous-suite, d'accord? Donc en gros c'est ça. Donc j'espère que la démonstration soit claire. Et donc ça, c'était une forme, comme j'ai dit, ou bien un analogue du théorème des intervalles emboîtés pour les ensembles qui sont, pas forcément des intervalles, mais qui sont des compacts. Alors maintenant, on va passer à une définition qui est généralement, ou bien une autre caractérisation de compacité, qui est généralement
plus difficile, on va dire, à comprendre parce qu'elle est moins intuitive et elle est purement topologique. Il est purement topologique dans le sens que il n'utilise pas ni de suite, ni de sous-suite, ni de borne étude, rien de ça. Il utilise que des ouverts. Alors cette définition, ou bien cette caractérisation, quand on va faire la compacité dans la topologie générale, c'est cette définition qu'on va adopter, d'accord? Parce que c'est la définition la plus générique. Et comme j'ai dit, il suppose l'existence aucune notion de bornitude ou de suite, etc. Parce qu'en fait, dans la topologie générale, comme j'ai dit, c'est qu'on n'a pas la notion on n'a pas la notion de distance, on n'a pas la notion d'ordre pour dire, parce que borné, ça exige que l'ensemble soit ordonné. Donc, du coup, ça exige que je peux faire, bien sûr, une, euh, je peux faire bien sûr une comparaison, ou bien tout simplement il exige l'existence d'une métrique qui va dire bien sûr que, ou bien d'une norme qui dit que, par exemple, les termes, ou bien la norme de xn inférieure à m, etc. Et même l'existence de suite et de convergence, comme j'ai montré bien sûr dans les espaces séparés, qu'il y a des espaces où on ne peut pas avoir une suite, où il y a en fait des suites qui convergent vers plusieurs limites. Donc du coup, même si on n'a pas en fait l'unicité de la limite, c'est difficile d'utiliser la définition des suites convergentes ou bien des sous-suites convergentes. Et c'est pour cette raison qu'on adopte la définition ou bien la caractérisation que je vais montrer. Comme j'ai dit, elle est moins intuitive que les autres, mais dans des cadres généraux, il peut être beaucoup plus simple que bien sûr de trouver des trucs comme des suites et de sous-suites, etc. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est que d'avoir une autre définition de l'ensemble compact? Alors pour ceci, on va définir ce qu'on appelle un recouvrement ouvert. Donc qu'est-ce que ça veut dire un recouvrement ouvert? Donc du coup, on va faire la définition d'un recouvrement ouvert. Donc rappelons maintenant, bien sûr, on a vu la définition des ouverts, parce que je ne dois pas confondre les deux séries de topologie avec l'analyse. Donc du coup, je pense, ouais, ça c'est sûr, dans la topologie 2 sur R, la première chose qu'on a commencé, c'est la définition des ouverts. Et donc, qu'est-ce que c'est que d'avoir un recouvrement des ouverts? Alors, supposons on a un ensemble A qui appartient à R, d'accord? Donc A, c'est une partie de R. On a une famille des ouverts. En rappelant, on a défini l'ouvert par tout simplement n'importe quel point, n'importe quel ensemble qui, pour n'importe quel point de cet ensemble, il admet en fait un voisinage. Donc, du coup, tout simplement, juste pour rappel, on dit que U est ouvert si n'importe quel x dans U, il existe un voisinage epsilon de x. Et rappelons ça tout simplement dans le cas de R, c'est l'intervalle ouvert x moins epsilon, x plus epsilon, tel que le x est dans son voisinage bien sûr, qui est contenu dans U. Donc du coup, le U contient tous les voisinages de tous les points, de tous ces points. D'accord? Donc du coup, ça c'est la définition d'un ouvert. Alors qu'est-ce que c'est qu'un recouvrement ouvert? Tout simplement, c'est une famille, donc une famille qui peut être infinie, et peut être d'un nombre, donc en généralement une famille arbitraire des ouverts, d'accord? Donc du coup, on va dire qu'elle est indexée sur I, d'accord? Donc c'est une famille des ouverts dans R. Donc comme j'ai dit, c'est une famille qui peut être n'importe quel type, donc du coup elle est arbitraire. C'est pour cette raison qu'on indexe le alpha sur le I, tel que on va dire que cette famille recouvre A. Ça veut dire quoi recouvre A? Ça veut dire que A, elle est contenue dans l'union de tous ces ouverts. D'accord? Donc du coup, tu peux bien sûr on peut faire un truc, je vais dessiner un truc bien sûr qui est en dehors de la droite réelle, juste pour vous dire pourquoi ce terme de recouvrement. Si par exemple ça c'est le A, si on arrive à trouver, supposons on va dire ça c'est le X, on va dire c'est le R ou l'ensemble topologique X, je vais dire X. Et on a A par exemple, c'est une partie là, d'accord? Alors c'est quoi un recouvrement? À chaque fois que tu vas construire des ouverts, que quand tu fais l'union, il recouvre tout le A. Donc du coup, ça c'est un recouvrement, d'accord? Bien sûr, on peut dessiner des recouvrements qui sont finis dans ce cas-là, parce que bien sûr on est en train de dessiner, mais ça ne sera pas la même chose bien sûr pour tous les cas, d'accord? Donc du coup, ça ces 5 ou bien 6 ouverts qu'on a dessinés, on dit qu'ils sont ou bien qu'ils forment un recouvrement ouvert parce que le A, elle est contenu dans l'intersection, dans l'union de tous ces ouverts. Donc je pense que je m'arrête là, on va continuer ça dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.